Bonjour. Hier, je vous ai lu des extraits d'un livre que j'ai trouvé passionnant qui s'appelle Le capital déteste tout le monde de Maurizio Lazzarato aux éditions Amsterdam. Voilà, je vous en ai lu une petite partie et puis ça dure déjà quand même 30 minutes. Mais comme je le trouve passionnant ce livre, je me suis dit que j'allais continuer et vous en lire encore une autre petite partie, grosse partie même, qui parle de la guerre et du capitalisme. Et je l'ai trouvé vraiment très intéressant parce que j'ai du mal parfois à voir le lien et le besoin de la guerre pour le capitalisme. Et ce livre explique vraiment les liens entre profit, guerre, finance, etc. Donc hier, j'ai fini sur une citation de Thomas Sankara. Je vais vous la relire et puis après, je continue. La dette est encore du néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. La dette contrôlée par l'impérialisme est une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des normes qui nous sont complètement étrangères. Ça, c'est la fin de la citation. Bon, j'enchaîne sur le livre. L'organisation de la production à partir de la circulation permet au capitalisme d'optimiser les différences entre les statuts des travailleurs et les différents coûts de la force de travail à travers le monde, c'est-à-dire d'optimiser les modalités hétérogènes d'exploitation et de profiter des différentiels existants entre les systèmes de sécurité sociale, entre les régimes fiscaux et juridiques. Le gouvernement de cette production mondialisée a son centre stratégique dans la finance, dont la marchandise, l'argent, circule à une vitesse incomparable avec celle des marchandises gérées par la logistique. La finance, comme la logistique, entretient un rapport très étroit avec la guerre, et notamment avec la guerre contre les populations, dont elle va constituer l'arme la plus redoutable. En effet, le marché mondial, surtout avec le néolibéralisme, n'intègre pas sans différencier à travers des techniques racistes, ségrégationnistes, sexistes, n'homogénéise pas sans creuser des inégalités, n'uniformise pas sans accentuer les guerres entre États, les guerres de classe, de sexe et de race. Dans les années 80, la Banque mondiale joue un rôle central en Afrique, en remplaçant les administrations coloniales sur le départ et en mettant en place un programme spécial nommé ajustement structurel. En échange de crédits prétendument destinés à la croissance économique, un pays accepte de libéraliser les importations, de privatiser les industries publiques, d'abolir toute régulation des échanges de monnaie et des prix des marchandises, d'abolir toute forme de subvention aux services publics, de dévaluer encore la monnaie et de supprimer tous les droits du travail et de la sécurité sociale. Ces politiques d'ajustement structurel prennent le nom de l'expérimentation chilienne qu'elles prolongent. Entre les années 70 et 80, les grandes institutions internationales du capital mettent en accusation la résistance de l'Afrique au développement, car les révolutions anti-impérialistes ont sédimenté, malgré la défaite politique, un refus qui s'exprime dans des comportements entravant les objectifs du capital. La difficulté des prolétaires africains à accepter les lois du capital comme des lois naturelles est particulièrement forte parmi les nouvelles générations qui ont grandi à l'époque des intenses luttes de libération. Ça, c'est une citation de Silvia Federici. La programmation de la crise de la dette a touché depuis le début des années 80 plus de 25 pays africains. Elle a été le moyen de recoloniser une grande partie de l'ancien monde colonial en précipitant des régions entières dans l'étau de la dette, en les réduisant à la misère. À cause de la crise de la dette, les succès obtenus avec la lutte anticoloniale ont été annulés. L'économie de la dette s'est montrée si efficace comme instrument de recolonisation et d'imposition des normes capitalistes au tiers-monde que ces mécanismes ont été étendus aux travailleurs nord-américains et plus tard aux Européens. Le chapitre suivant s'appelle « Les militaires et la guerre après la guerre froide ». J'ai mis des oiseaux parce que comme le cadre est un peu terne, je me suis dit « Ah, ça va être tout de suite beaucoup plus fun ». Quand les militaires pensent la guerre aujourd'hui, ils ne pensent pas l'expérience du front, des armées régulières, des affrontements entre États comme à l'époque des guerres totales qui ont colonisé notre imaginaire. Les fronts comme les frontières se déplacent, s'intériorisent dans les territoires des États pacifiés puisque le militaire et le civil se confondent, et leur objet est la population mondiale. La guerre totale s'est muée en guerre globale dans le sens qu'elle constitue l'autre phase de la globalisation. L'aspect militaire de l'action civile du marché mondial
Elle est endémique, intermittente, toujours prête à éclater, mais sur un fond de guerre contre la population. La guerre en Syrie, la guerre de contrôle et de mise à mort des migrants, la guerre pour la privatisation du welfare ne sont certes pas les mêmes, mais il existe entre elles une continuité, une transversalité politique. Dans le capitalisme contemporain, la guerre est toujours au fond une guerre civile, une guerre contre la population. La guerre du capital, à la différence de celle menée par l'État, n'a pas comme fondement et objectif l'affirmation et l'extension de la souveraineté, mais la soumission des humains et des non-humains à la production de valeur. C'est seulement sous l'hégémonie politique du capital que la guerre civile mondiale prime sur la guerre entre États. S'il ne s'agit pas d'une guerre schmittienne, État, peuple, destin, la machine de guerre du capital retrouve l'ennemi lorsque la soumission aux lois de la production et de la gouvernementalité se renverse en révolution. L'extension de la guerre globale est égale à celle du marché mondial. Il ne suffit donc pas de ne pas avoir de conflit armé sur son sol pour pouvoir dire que nous ne sommes pas en guerre. Cette dernière affirmation est un réflexe hérité de l'époque coloniale. Lorsque l'on constatait que l'Europe traversait une période de paix, on le faisait sans tenir compte des guerres que les Européens menaient dans les colonies. La tromperie de l'étendue est ce qui permet à tous les pays de l'OTAN de ne pas se sentir en guerre, alors que leurs troupes combattent la planète entière. Nous retrouvons dans la définition de la guerre contemporaine toutes les caractéristiques des deux guerres mondiales. La guerre, de phénomène exceptionnel et limité dans le temps, dans l'espace et dans les moyens, est devenue totale, asymétrique et permanente. La victoire du capital transforme la classe ou la nation en armes en population, c'est-à-dire en masse laborieuse, chômeurs, délinquants, fous, migrants, etc., et qui tous redeviennent dangereux à défaut d'être révolutionnaires. La transformation de la guerre civile mondiale en biopolitique, guerre au sein de la population, fait de cette dernière une guerre sans ennemi, puisque celui-ci a disparu avec la Révolution. Avec la dissolution de la classe dans la population, ce que le pouvoir voit partout, moins comme révolution que comme danger, risque, source de chaos, c'est le terroriste. Cette guerre coïncidant avec le contrôle de la population, elle n'a ni début ni fin. De la même manière, elle ne prévoit ni victoire ni défaite, puisque les rapports de force sont asymétriquement établis et stabilisés en faveur du capital. Il n'y a pas d'ennemis à vaincre, seulement des vaincus à gouverner et des terroristes à neutraliser. La nouveauté remarquable consiste dans la direction et la gouvernance de cette guerre, que les élites capitalistes néolibérales cèdent ou sont contraintes de céder aux nouveaux fascistes. La mutation du fascisme qui s'est produite avec le néolibéralisme est synonyme d'une nouvelle transformation de la guerre contre la population, dont l'intensité dépendra de la force des résistances qu'on lui opposera. Si le fascisme historique était une continuation de la guerre totale, le nouveau fascisme se caractérise plutôt par les modalités de la guerre au sein des populations. C'est un chapitre que je trouve très intéressant parce que le mot néolibéralisme est, je trouve, assez compliqué à comprendre et à... Bref. Le chapitre suivant s'appelle La pacification dans le concept du pouvoir, mais j'en ai pas pris d'extrait. Ah si, la fin. La pacification dans le concept du pouvoir. Le contrôle capitaliste et l'exploitation ne sont pas exercés par un pouvoir souverain extérieur, mais par des lois invisibles et intériorisées. Nous serions sortis des sociétés de souveraineté puisque le pouvoir est immanent aux dispositifs disciplinaires et de contrôle qui fonctionnent désormais de façon automatique et impersonnelle. La monnaie comme les normes sociales, la technologie numérique comme les techniques de gouvernementalité façonneraient nos comportements et nos subjectivités, produisant des habitudes sans recourir à la guerre, à la coercition et à la violence. Il semble aujourd'hui difficile de saisir ce que Walter Benjamin avait remarquablement vu entre les deux guerres mondiales, et pourtant dans l'acte de naissance du néolibéralisme est à l'œuvre une violence qui fonde, une nouvelle économie, un nouveau droit et de nouvelles institutions, tandis que leur fonctionnement sera assuré par une violence qui les conserve, une violence souvent latente, une violence administrative, mais pas moins efficace que la première. Le triomphe du capital sur les classes subalternes n'est pas donné une fois pour toutes. Il doit être quotidiennement reproduit. Face à l'incapacité des forces capitalistes de sortir de l'effondrement financier qu'elles ont elles-mêmes causé, la violence qui conserve doit franchir un seuil. Elle est en train de prendre la forme des nouveaux fascismes. La conservation risque de dégénérer en autodestruction, comme c'est arrivé entre les deux guerres totales.
Plus profondément encore, la violence qui fonde et la violence qui conserve ne se succèdent pas. En France, après les attentats de novembre 2015, le gouvernement a déclaré un état d'urgence qui n'a jamais été révoqué. Au contraire, fin 2017, une partie de ces dispositions a été incluse dans la Constitution. La loi anti-casseurs, quatrième loi sécuritaire depuis l'arrivée de Macron à l'Élysée, votée en février 2019 contre les mobilisations des Gilets jaunes, continue à renforcer cette hybridation entre état de droit et état d'urgence. Aujourd'hui, le gouvernement et les forces de police sont en train de réemployer les mêmes mécanismes pour procéder au maintien de l'ordre public non plus à l'égard des terroristes, mais à l'égard de ceux qui dérangent ou qui apparaissent comme des fauteurs de troubles. On voit bien comment l'exception, une fois qu'elle a été posée dans notre droit, fait tache d'huile pour finir par devenir la règle. Alors là, il y a une citation de François Sureau que je trouve pas mal. C'est un avocat. Une liberté fondamentale a disparu. Il n'y aurait aucune raison d'ailleurs de ne pas étendre ce beau système, et sans doute y viendra-t-on un jour. Les digues ont sauté, tout est désormais possible. Je ne sais pas où est le progressisme dans cette majorité ou dans ce gouvernement, mais il n'est sûrement pas dans le domaine des libertés publiques. Ces gens osent des choses venues tout droit du XIXe siècle répressif. Que personne ne voit la contradiction politique entre la lutte revendiquée contre le populisme et ce genre de législation est proprement stupéfiant. Le pouvoir contemporain. Autre chapitre. La nature du pouvoir contemporain se manifeste sans aucune ambiguïté dans la gestion des flux migratoires où nous retrouvons une nouvelle version de l'agencement du civil et du militaire. Dans les eaux de la Méditerranée, le civil agit en étroite collaboration avec le militaire, et les deux collaborent de concert avec des bandes armées, des armées privées, des criminels organisés, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'êtres humains, des trafiquants d'organes. La logistique avait largement anticipé cette situation, mais l'imbrication avec la corruption et la criminalité est spécifique au néolibéralisme. Il est très significatif que les cristallisations politiques en Occident se fassent sur cette ligne néocoloniale et que l'ennemi soit une transformation du colonisé. L'imbrication du civil et du militaire essaie de la reconstruire, tout en sachant qu'elle fuit de tous côtés, puisque les mouvements de population ne sont pas déterminés seulement par des raisons contingentes, misère, guerre, alimentée par les Occidentaux pour des raisons stratégiques et économiques, pillage des matières premières, achat de terres, vente d'armes, mais plus profondément par les révolutions anticoloniales qui ont sédimenté des subjectivités rétives à l'ordre néocolonial. La volonté d'autonomie et d'indépendance des luttes contre l'impérialisme s'est incarnée dans des comportements, des attitudes, des manières de vivre que la répression militaire du Nord aurait du mal à arrêter à ses frontières. La frontière qui traverse la Méditerranée est avant tout fantasmatique. Les frontières se sont multipliées et fractalisées, elles ont pénétré en profondeur dans les territoires occidentaux en suivant les mouvements migratoires qu'elles visent à contrôler et à entraver, centre de rétention. Elles se manifestent à travers toutes les techniques de ségrégation spatiale qui s'appliquent non seulement aux immigrés, mais aussi à des parties croissantes de la population locale, banlieues, ghettos, favelas, etc. Ensuite, le chapitre suivant s'appelle Biopolitique et capital, de quelle vie est-il question? J'en ai pris un petit extrait qui parle de l'état social, du welfare. La réorganisation néolibérale du welfare state, la réorganisation néolibérale du welfare state fonctionne à l'envers. Elle a transformé celui-ci en un dispositif d'assistance des entreprises et des riches qui accroît les inégalités au lieu de les réduire. Le président français Emmanuel Macron définit parfaitement cette logique. Il faut aider les riches pour qu'ils produisent de la richesse qui ruissellera vers le bas et responsabiliser les pauvres, les culpabiliser tout en les appauvrissant. De la même manière, le capital ne se soucie aucunement de la destruction généralisée des possibilités de vie de la planète, qui sont précisément les conditions de son accumulation. Le capitalisme en 200 ans a réussi à détruire ce que la nature avait mis des millénaires à produire. Objecter que de cette façon il se met en danger lui-même, qu'il a besoin d'une planète et de force de travail, c'est ne rien comprendre à sa rationalité. L'argent, le capital argent, c'est un point de démence tel qu'il n'aurait en psychiatrie qu'un équivalent, ce qu'on appelle l'état terminal. Tout est rationnel dans le capitalisme, sauf le capital ou le capitalisme. Un mécanisme boursier, c'est tout à fait rationnel, on peut le comprendre, l'apprendre. Les capitalistes savent s'en servir et pourtant c'est complètement délirant, c'est dément. C'est une citation de Gilles Deleuze.
Le fascisme et la guerre sont toujours... Là c'est le texte qui reprend. Le fascisme et la guerre sont toujours possibles parce que cette rationalité pousse continuellement à l'illimité. Je refais. Le fascisme et la guerre sont toujours possibles parce que cette rationalité pousse continuellement à l'illimité, à l'exploitation sans limite de toutes les ressources humaines et non humaines. S'il est vrai, comme le pensait Marx, que le capital déplace continuellement les limites qu'il a lui-même créées, le XXe siècle nous a appris que ce déplacement ne peut pas se faire sans guerre et sans violence fasciste. Keynes, fin connaisseur de ses semblables, ne se faisait aucune illusion sur la violence de la réponse des capitalistes, capables d'éteindre le soleil et les étoiles, à tout ce qui menace le profit et la propriété. Et la menace vient également de l'irrationalité même du capital, car toujours selon Keynes, la règle autodestructrice du calcul financier régit tous les aspects de l'existence. La règle autodestructrice du calcul financier régit tous les aspects de l'existence. Après, le chapitre suivant, je ne vais pas en lire vraiment d'extrait parce qu'il est très très compliqué intellectuellement. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Ça s'appelle Machine technique et machine de guerre. Ça explique comment toute la méga machine, la méga structure technique qu'on a fabriquée nous domine et comment on est devenu esclave de tout ça. Alors ça commence par une citation de Bertolt Brecht, qu'en tant que comédienne j'adore, donc je vais vous lire juste la petite citation et après je vous lirai juste la fin, un tout petit chapitre à la fin, qui est quand même très intéressant. Donc voilà, c'est presque fini, 16 minutes, ça va. Ça va faire 30 à la fin, ça va. Donc ça c'est la citation de Brecht. Je suis désolée, le son doit être pourri. Je suis vraiment désolée. Mais peut-être qu'un jour je ferai ça avec des moyens et que je trouverai un moyen de faire ça bien, quoi, correctement. Surtout pour les pauvres auteurs que je lis. Bon bref. La citation de Brecht. C'est un fait que nous nous laissons toujours embobiner par les possibilités. Personne ne se soucie des résultats effectifs. On s'en tient simplement aux possibilités. Les résultats effectifs de la radio sont affligeants. Mais ces possibilités sont infinies. La radio est donc une bonne chose. C'est une très mauvaise chose. Donc ça, c'est Brecht. En fait, en gros, il dit, sous prétexte que les possibilités sont merveilleuses, on se fiche de la réalité des conséquences et de ce qui se passe. C'est un peu la même chose avec Internet. Sous prétexte que les possibilités d'Internet sont merveilleuses, on nie qu'il y a quand même des gros problèmes avec cette technologie. Alors il y a un passage qui s'appelle La machine de guerre suprémaciste et qui explique comment Trump a pris le pouvoir grâce aux GAFA. Et voilà le chapitre que j'aime bien. C'est vers la fin. C'est tout à fait non télévisuel ce que je suis en train de faire. Alors voilà. Donc ça, c'est toujours dans la machine technique et machine de guerre. Cocher des cases, remplir des grilles d'évaluation, détailler ce qu'on fait de la manière la plus précise, participer à des réunions pour apprendre à faire tourner la machine du pouvoir en tant que telle, toutes ces activités sont désormais transversales. À l'ouvrier industriel, au professeur d'université, au personnel d'un hôpital, d'un tribunal, d'une institution d'assistance aux pauvres. Faire tourner le dispositif lui-même constitue aussi l'essentiel du travail imposé aux travailleurs précaires, des plateformes. Pour une entreprise comme Uber, le service que constitue le transport de personnes a moins d'importance que la récolte d'informations et que les évaluations que doivent fournir conducteurs et clients, y compris à leur corps défendant. Chaque échelon de la hiérarchie requiert un assujettissement spécifique, capable d'animer la relation homme-machine, mais toutes sont censées rendre des comptes à la machine du travail abstrait. Définir ces activités de contrôle, de domination comme parasitaires inutiles, ce serait manquer la réalité du capitalisme qui n'est pas seulement production mais aussi pouvoir. Et depuis toujours, la production et la reproduction des relations de pouvoir requièrent des techniques, du temps, des investissements et un nombre indéfini de larbins. L'analyse de la grande entreprise proposée dans l'ouvrage de Dujarrier ne couvre qu'une partie
ne couvre qu'une partie des transformations qui l'ont complètement reconfiguré. Je refais parce que j'ai eu un petit problème, le truc s'est éteint donc j'ai rallumé. L'analyse de la grande entreprise proposée dans l'ouvrage de Dujarrier ne couvre qu'une partie des transformations qui l'ont complètement reconfiguré. Je voudrais en rappeler deux autres, en m'appuyant sur l'expérience italienne où l'initiative du capital est encore plus avancée et la faiblesse des travailleurs encore plus forte qu'en France. Dans une entreprise historique de construction navale où le pouvoir des ouvriers communistes était quelque chose de bien réel, on est passé de 12 000 travailleurs à 1200. Parmi ces 1200 employés, les ouvriers sont en minorité puisque leur travail a été externalisé à des sous-traitants, qui l'ont ultérieurement externalisé à d'autres sous-traitants. Les travailleurs de ces différents niveaux de sous-traitants sont d'une dizaine de nationalités différentes. Par exemple, 2000 sont originaires du Bangladesh. Les droits et la sécurité diminuent à mesure que l'on descend dans la hiérarchie des sous-traitants. Les divisions de revenus de statut de race effacent tout pouvoir ouvrier. L'entreprise comme origine est source du nihilisme. L'étude de Marie-Anne Dujarrier énonce, sans en tirer toutes les conséquences, les dangers mortels que la machine de guerre du capital fait courir aux subjectivités qu'elle modèle et les périls auxquels elle expose la société et le monde. La capacité de traiter n'importe quelle activité comme travail abstrait, c'est-à-dire d'extraire de toute activité du quantifiable, détermine une indifférence radicale à tout contenu, à toute valeur d'usage. Les conséquences de cette abstraction sont redoutables, puisque l'accumulation du capital est indifférente à tout sauf aux limites quantitatives qu'elle doit constamment dépasser. Ces dangers ne sont pas perçus par les planeurs, tout au contraire. L'abstraction produirait sur eux un effet ludique. Ayant perdu tout rapport à la singularité des situations et des subjectivités, ils voient la capacité de décomposition et de recomposition des gestes, des tâches, des conduites comme un jeu. Dujarrier relate ainsi l'enthousiasme d'un spécialiste de la gestion des ressources humaines à l'annonce d'une nouvelle mission qui consistera à licencier 500 personnes en 3 mois sans faire de vagues. Ça me rappelle un peu le procès France Télécom auquel j'ai assisté. Pour lui, c'est un beau challenge. Il dit être excité et avoir hâte de commencer ce boulot qui se présente comme une équation délicate à résoudre, sur laquelle il va pouvoir déployer son intelligence et son habileté. Ce n'est pas gagné, c'est marrant comme défi. Or, ce rapport amusant, ludique, rigolo ou marrant des planeurs à leur activité cache un rapport plus violent et plus dangereux au monde et aux autres. Le processus de sélection-fabrication d'une intelligence hyper sollicitée dans le cadre de la rationalisation et d'une intelligence empêchée, contrariée, réprimée quant à la possibilité de discuter de ce même cadre a déjà fait ses preuves pendant les 2 guerres mondiales où l'organisation du travail a atteint une intensité et une extension inconnues jusqu'alors. L'extermination industrielle des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale n'a été que le résultat le plus ignoble de la rationalisation capitaliste, dont les conditions de possibilité se trouvent reproduites sans grande différence dans l'organisation contemporaine du travail. Ne pas voir n'a pas été une attitude exceptionnelle propre aux seuls nazis. Le refus de voir les conséquences de ce dans quoi l'on est engagé est profondément inscrit dans l'organisation scientifique du travail. Il est constitutif de son fonctionnement et de ses lois. Les témoignages des travailleurs de l'abstraction contemporain sont à cet égard accablants. Pour construire une carrière, il y a une règle du jeu indépassable, éviter, autant que faire se peut, d'évoquer la dimension concrète des symboles maniés quotidiennement. Les planeurs n'ont pas besoin de savoir ce qu'il y a derrière les chiffres, car s'ils commencent à se poser des questions et à en poser, le travail ralentit et ils mettent en danger leur carrière. Citation. Je n'ai aucune idée de l'impact que j'ai sur la réalité du travail des gens qui vont utiliser ce progiciel, et il ne faut pas poser la question. Quand on vend du change management, on applique un truc générique sur une organisation sans se demander si ça a du sens ou pas. C'est nécessaire de ne pas s'imposer pour pouvoir continuer. Pour tenir l'abstraction, il est indispensable de rester indifférent à tout ce qui n'est pas rationalisation, productivité, performance. Pour échapper à la réalité et contribuer à la construction sociale de l'indifférence, les planeurs inventent des techniques. Je me fabrique du speed pour ne pas être là, pour fuir le réel, pour ne pas penser. Quand je speed, je ne retiens rien. Speeder, c'est éviter de sentir. L'organisation du travail capitaliste produit des criminels en puissance qui, comme les nazis durant le procès du Nuremberg, ne se sentiront responsables ni du résultat, ni de leur engagement dans la production, car pour eux, comme pour le capital, toutes les productions se valent, du moment qu'elles sont efficaces, rationnellement organisées, répondant aux critères de quantification et de calculabilité. Comme les nazis, tous pourront répéter « Nous avons accompli notre travail. Nous avons obéi aux ordres. » Ils agissent dans et pour une machine de guerre dont ils sont à la fois les acteurs et les victimes. Ce n'est pas le sommeil de la raison qui produit des monstres, mais la paisible organisation du travail
qui a franchi un autre seuil dans la construction sociale du nihilisme. La thèse de Gunther Anders semble donc encore d'actualité. On peut aisément l'appliquer aux dernières générations de travailleurs intellectuels ou cognitifs. Les changements de l'organisation du travail n'ont pas ébranlé la responsabilité de l'entreprise capitaliste dans la production de comportements et de subjectivités irresponsables. Les planeurs sont exposés au même danger que les auteurs de crimes nazis, qui ont fondamentalement adopté le comportement auquel ils avaient été conditionnés par l'entreprise, auquel celle-ci les avait habitués. C'est une citation de Anders qui vient de L'obsolescence de l'homme. Pour tout entrepreneur, il est absolument indifférent produire des voitures, des yaourts, des événements sportifs, des immeubles ou la santé de la population. Cette indifférence quant au contenu et aux finalités du produit déteint sur le travail, qui doit lui aussi faire abstraction de toute valeur d'usage. L'entreprise capitaliste demande un engagement total au travailleur qui ne doit jamais se sentir concerné par la finalité de sa production. Elle établit une séparation étanche entre la production et le produit. Le statut moral du produit, le statut du gaz toxique ou celui de la bombe à hydrogène, ne porte aucun ombrage à la moralité du travailleur qui participe à la production. Le produit le plus répugnant ne peut contaminer le travail lui-même. Le travail comme l'argent dont la condition n'a pas d'odeur. Aucun travail ne saurait être moralement discrédité par sa finalité. L'homme qui travaille a fait le serment secret de ne pas voir, ou plutôt de ne pas savoir ce qu'il faisait, de ne pas tenir compte de sa finalité, de ne pas chercher à savoir ce qu'il fait. Comme nous l'a montré l'exemple des planeurs, le savoir des conséquences n'est pas nécessaire pour travailler, bien au contraire. Son ignorance est souhaitée dans l'intérêt de l'entreprise. Il serait faux cependant de supposer qu'il aurait besoin de savoir. En fait, tout au moins dans l'acte même du travail, la vision de la finalité, ou même de l'utilisation que l'on fera de cette finalité qui de toute manière est déjà prévue, ne lui servirait absolument à rien, elle le gênerait même. L'entreprise contemporaine essaie de pallier le nihilisme qu'elle sécrète inévitablement en s'inventant une éthique, mais l'environnement moral et moralisateur dans lequel s'enveloppe le discours managérial, développement durable, diversité, parité, handicap, citoyenneté, etc., ne correspond à rien, parce que sa seule vraie loi est celle du profit, c'est-à-dire de l'indifférence éthique. Ça, c'est, dans le livre de Chamaillou aussi, c'est très bien expliqué. Les hommes sont dressés à la collaboration, non pas par une idéologie, mais par des agencements, des dispositifs, des pratiques, des asservissements qui ne se réduisent pas à celles du travail. Aujourd'hui, le consommateur se trouve dans la même position de collaboration. Il ne doit s'interroger ni sur les modalités de fabrication du produit, utilisation de pesticides, exploitation d'ouvriers, d'enfants et d'esclaves, ni sur les conséquences que la fabrication et la consommation ont sur la planète. La consommation non plus n'a pas d'odeur. Comme le travail, elle ne sert en réalité qu'à produire de l'argent. Donc, par rapport à l'époque d'Anders, le problème de la collaboration s'est encore aggravé. Car si le travailleur est indifférent au produit, le consommateur est indifférent à la production. Ce qu'il faudrait interroger, ce ne sont pas seulement les finalités du produit, mais aussi les conditions de la production et celles de la consommation qui contiennent à la fois les raisons de l'exploitation et les raisons de la catastrophe écologique. Si elle ne veut pas échouer, la lutte écologique doit présupposer la neutralisation de l'indifférence inscrite dans la production et la consommation capitaliste. L'indifférence n'est pas un trait psychologique, mais une condition objective et subjective de la production du capital. C'est presque fini, il ne reste plus qu'un tout petit paragraphe. C'est bien ce livre, non? Moi j'adore. Le capital financier vrai, direction générale de l'entreprise, porte à son accomplissement le processus d'abstraction et de création de l'indifférence. Puisque les financiers ne connaissent et ne manipulent que l'abstraction de l'argent sans se soucier de la valeur d'usage de la production. Les abstractions de la valeur actionnariale sécrètent des modalités de subjectivation dont l'accélération peut conduire, comme les abstractions de la valeur industrielle l'ont déjà fait, à de nouvelles subjectivations fascistes. Beaucoup de trucs en ion. La montée des nouveaux fascismes crée les conditions d'une évolution proprement criminelle de cette indifférence, comme nous le constatons lorsque la mort de milliers de migrants en Méditerranée rencontre l'apathie des populations européennes. L'étonnante vitesse à laquelle la démocratie peut se transformer en fascisme a ses racines dans l'aveuglement produit par la division du travail et par la consommation qui, à des degrés différents, affecte tout un chacun. Le ne pas voir, le ne pas sentir, s'est répandu en Europe sans rencontrer de véritables obstacles. Voilà.
Bon, après, c'est encore super, hein. Mais bon, je vais arrêter parce que là, ça fait 30 minutes et je pense que c'est un peu long. C'est un peu long et puis je voudrais pas. Voilà, donc c'était une lecture de Le Capital déteste tout le monde, fascisme ou révolution de Maurizio Lazzarato aux éditions Amsterdam. Je suis vraiment désolée pour le son tout pourri et pour le cadre tout pourri. Mais voilà, ça m'a fait plaisir.